Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Le processus électoral connaît quelques difficultés à la Sénat. La sérénité n'est plus totalement de mise. En témoigne cette algarade médiatique entre le président Emmanuel Tiando et un des commissaires, en l'occurrence Freddy Roumbedji. Du côté des acteurs politiques, l'opposition notamment enchaîne déclarations, conférences de presse et marches pour se faire entendre. Une marche qui a eu lieu il y a quelques jours, et justement, curieuse anecdote à laquelle les acteurs sociaux ont brillé par leur absence, ce qui est tout à fait inhabituel dans notre pays, où on a souvent l'habitude de les voir aux côtés des acteurs politiques pour revendiquer, manifester. Pourquoi ce silence donc des acteurs de la bourse du travail? Nous recevons justement un des leurs. Il s'agit de Noël Chadaré, le secrétaire général de la COSI. Il nous dira pourquoi, depuis peu, on n'entend plus certains acteurs, certains syndicats majeurs de notre pays dans l'actualité sociopolitique en cours. Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour vous recevoir. Christian Nadeya déjà avec moi. Bonjour, André Dossa, Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour Christian. Bienvenue sur Zone Franche. Le Bénin est en train de vivre une période électorale, ça nous le savons, le 28 prochain, eh bien. Les Béninois iront aux urnes pour élire leurs 83 députés. Dans son introduction tout à l'heure, André Dossa disait tantôt que la sérénité n'est plus de mise à la Commission électorale nationale autonome, organe chargé d'organiser donc les élections. Est-ce que c'est le même constat que vous faites au regard du développement de l'actualité électorale? Oui, je vous remercie de me donner encore une fois l'occasion de m'exprimer sur, n'est-ce pas, votre chaîne. Je salue tous ceux qui suivent cette émission. Ce que je peux dire, c'est que ce qui se passe à la Sénat, les informations que nous avons de la Sénat, ce sont des informations troublantes. Troublantes et qui... On se demande, est-ce que c'est notre pays, le Bénin? La Sénat, il y a les partis politiques ont pris d'assaut la Sénat. C'est encore une fois une des raisons, parce qu'il y a des politiciens qui sont là. Même si on dit qu'on n'est pas de tel parti politique, on n'a pas de lien avec un parti politique, il y a des politiciens qui sont là. C'est les politiciens qui veulent foutre ce pays en l'air, mais on ne va pas leur permettre cela. Parce que ce qui se passe est grave. On parle de fautes mineures, fautes majeures, etc., pour disqualifier ou qualifier, n'est-ce pas, des listes. Est-ce que la Sénat doit se comporter comme ça? Et il y a des informations qui fusent. Ce qui a fuité montre que cette Sénat-là est complètement disqualifiée, totalement disqualifiée, pour vraiment faire le travail. Parce que ce qu'on a vu par le passé, on n'a pas vu... Mais moi, j'étais surpris parce que celui qui dirige la Sénat, c'est quelqu'un qui a d'une rectitude morale, que je connais. C'est quand même pas une nouvelle Sénat. Cette Sénat est installée il y a plusieurs années et a déjà organisé plusieurs élections. Qu'est-ce qui lui arrive à cette Sénat? C'est ça le problème. Je me pose la question, je dis celui que je connais, qui est d'une rectitude morale, quelqu'un qui est à cheval sur les principes, mais on voit que cette fois-ci, eh bien, ce qui se passe est totalement contraire à ce qui a été toujours fait. Donc, je crois que la politique s'en est mêlée, on est tombé complètement dans la gadoue. C'est pas bien ce qui se passe et nous sommes inquiets, préoccupés par ce qui se passe à la Sénat. Avec cette insistance-là, la politique qui s'en est mêlée, c'est justement la politique qui ont désigné les membres de la Sénat. Qu'avez-vous fait en son temps pour empêcher justement nous avons eu l'occasion... politique ait le monopole de la désignation Nous avons toujours dit, c'est que nous n'avons pas voix prépondérante. Moi, je l'ai dit à certaines émissions ici, où j'ai dit, pour moi, la Sénat, n'est-ce pas, c'est elle qui conduit les élections. On doit pouvoir... Parce que les politiciens ne peuvent pas être juges et partis. C'est parce qu'il y a des politiciens dedans, des partis politiques dedans. On a toujours ce problème. Quand on a des politiciens qui sont en même temps, ils vont à la compétition et leur parti va compétir et ils sont à la Sénat. On pourrait confier la Sénat à des gens qui ne sont pas, n'est-ce pas, dans ces partis politiques et qui vont faire, n'est-ce pas, conduire le processus électoral de façon plus intéressante. Nous n'avons pas d'acteurs politiques au sein de la Sénat. Les membres de la Sénat n'appartiennent à aucune chapelle politique. Si, mais il y a des gens qui sont venus des partis politiques. Et donc, vous ne pouvez pas le dire ainsi, est-ce que quelque part on est en train de pleurer sur le lait renversé? Oui. Parce que vous n'avez rien fait pour empêcher.
Non, mais qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous sommes écoutés? C'est ça le problème. Est-ce qu'on est écouté? Les politiciens décident de ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas, du pays. Et puis bon, c'est quand ça commence par, on se retrouve dans une situation où les choses deviennent graves, qu'on dit, mais où sont les syndicats? On n'entend pas parler des syndicats, parce que vous avez dit tantôt, j'ai suivi dans votre liminaire, là, que vous avez dit que, on ne nous a pas vu pendant les on va y arriver. Alors, Noël Chadari, est-ce que quelque part on n'est pas en train de dramatiser? Y a-t-il véritablement péril? C'est quand même la même Sénat qui a organisé un certain nombre d'élections déjà et qui a pu être même félicité par les différents acteurs. Mais ce que nous entendons de la Sénat, les informations là, prouvent qu'aucun parti n'est prêt, ne remplit vraiment les conditions. Même si on dit que des fautes sont mineures, tout le monde, normalement, est forclos. Si on veut respecter les textes. La Sénat n'a pas dit ça. Il n'y a aucun moment. Elle a parlé de fautes mineures. Elle est montée au créneau pour dire concrètement, voilà, tel parti n'est pas à jour. Mais il y en a des gens qui ont leur nom sur, qui ont, n'est-ce pas, 2 dates de naissance et autres, tout ça. C'est des gens qui sont forcés. Tous ces partis-là, sur toutes les listes qui ont été proposées, il y a des anomalies. Et s'il y a des anomalies, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire qualifier certaines listes et laisser d'autres listes. Moi, je parle en tant qu'observateur parce que nous, on n'est pas politiciens, on n'est pas dans le combat politique, on est dans le combat syndical. Donc, c'est avéré que tous les compétiteurs, tous ceux qui veulent aller à la compétition, tous ces partis-là, qu'il y a des fautes sur il y a des anomalies sur les listes. Donc, il faut tout simplement dire que aucun n'est prêt. Aucun ne répond vraiment aux exigences, donc aux critères. Donc il faut trouver une autre... si on veut faire bien les choses, il faut simplement, n'est-ce pas, permettre aux autres partis, à tous les partis, de venir faire les corrections. Il faut assouplir, il ne faut pas qu'on reste, on reste figé là-dessus. Pourtant, clair, la Sénat reste collée à la loi. Elle ne peut pas, en l'état, demander à des partis politiques de venir. La loi est faite pour les hommes. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et si la loi doit nous conduire dans le décor, il faut éviter. Il faut éviter de l'appliquer de façon rigide. Il y a des lois qui ont été faites dans ce pays et qui n'ont pas été appliquées. Si je parle du secteur des travailleurs, il y a eu la loi sur l'avancement au mérite qui a été votée, on ne l'a jamais mise en œuvre. Parce qu'on a vu qu'en venant la mettre en œuvre, ça poserait problème. Les travailleurs étaient vent debout. C'est la même chose que c'est la loi sur la LEPI. Il y a une loi sur la LEPI, je crois que c'est en 1999. C'est elle qui devait faire de la LEPI l'instrument électoral. Mais on a laissé cela, on n'a pas pu mettre cela en œuvre pendant près de 10 ans. Donc, s'il y a des lois qui font problème, c'est ça le problème des lois que nos députés ont votées. Cette législature de toutes les calamités. Parce qu'on constate qu'on se lève le matin ou à minuit, à 2 heures du matin, 15 députés ou 20 députés votent les lois. Comme ça. Et puis voilà les conséquences aujourd'hui. Donc si cette loi-là à l'application, on constate qu'il y a problème, il faut, n'est-ce pas, être souple dans la mise en œuvre et trouver, n'est-ce pas, un modus vivendi avec les acteurs pour qu'on puisse aller vers les élections. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas dire c'est la loi, c'est la loi. Il y a certaines lois qui ont été votées qui ne sont pas bien. Le code électoral. C'est eux qui ont voté. Aujourd'hui, on constate qu'ils sont tous pris à leur propre piège. J'avais dit ici, toujours sur dans vos studios ici, j'avais dit, ils se sont mis la corde au cou en votant les lois. Et maintenant, ils avancent difficilement, frein à main. Ils sont coincés. On a voté une loi sur le code électoral, et après, on se retrouve, on a voté les yeux fermés. Et après, on se retrouve à la Sénat pour demander, n'est-ce pas, l'interprétation n'est-ce pas, de l'article 242. Ce sont les députés qui ont voté ça. Et c'est eux qui sont allés encore, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas compris. Il y a quand même certains partis politiques qui ont réussi à braver les difficultés contenues dans la loi, qui ont réussi à se conformer aux tests et qui aujourd'hui se retrouvent, disons, cheval partant pour ces élections. Mais on a vu qu'avec les interventions des uns et des autres, les deux partis, on a vu que ces partis qui se sont conformés, qui sont supposés s'être conformés, c'est qu'il y a des choses qui ont été révélées qui montrent qu'ils ne se sont pas conformés, ces partis, et qu'eux aussi, ils devaient se retrouver aussi fort clos.
C'est ça. On n'a pas prévu le même mécanisme pour les partis selon que vous êtes ancien ou nouveau parti en fonction donc du vote de la nouvelle charte des partis politiques. Comment il faut se conformer? De toute façon, nous avons voté une loi. Nous avons voté des lois. On a des difficultés à les mettre en œuvre. Il faut trouver des solutions pour aller aux élections. Parce que nous avons une tradition de démocratie. Le Bénin qui a une tradition démocratique. On connaît, le monde entier sait que le Bénin est un pays de référence en matière de démocratie. Et aujourd'hui, nous voulons aller aux élections. On veut aller aux élections en faisant de telle sorte qu'il n'y ait pas l'opposition. Moi, c'est extrêmement grave. C'est même pas bon pour l'image de notre pays. On ne peut pas faire les élections sans l'opposition. Tous les acteurs sont unanimes pour reconnaître que ce n'est pas bien qu'on aille à une élection sans l'opposition. Là, on a entendu le chef de l'État regretter cela, qui t'a souhaité après qu'on puisse trouver une solution. Pourtant, vous, on ne vous a pas vu, on ne vous voit pas aux côtés de ces formations politiques de l'opposition qui manifestent. Pourquoi ? Non, et vous savez, nous sommes des confédérations, enfin la mienne, je parle de la COSI Bénin, est une confédération qui n'est pas apparentée à un parti politique. Et si il arrive parfois que nous nous retrouvons avec les forces politiques, c'est d'accord parti. Nous en discutons et nous nous entendons. C'est une action commune. Ici, c'est une action menée par les FCBE. On n'a pas pu trouver un accord. Donc, non, c'est eux qui ont, n'est-ce pas, pris le lead. C'est le parti d'opposition et ils nous invitent. Ils nous invitent comme ça, on n'a pas discuté. Et nous, on est, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas de confédération apparentée à des partis politiques. Et dans nos partis, dans notre centrale, il y a des syndicats, des militants qui sont aussi bien de l'opposition, de la mouvance et tout. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, de facto, sans en avoir discuté, sans avoir trouvé un terrain, n'est-ce pas, d'entendre, que ce soit une action ensemble, on ne peut pas, n'est-ce pas, aller demander aux militants d'aller. Ils sont libres d'aller. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons laissé les gens, on a laissé à la liberté à nos militants d'y aller ou de ne pas y aller. Depuis quand il y a ce changement? Sinon, de par le passé, on vous a quand même vu spontanément vous mettre dans les rangs aux côtés des forces politiques de l'opposition et marcher. Depuis quand est-ce que vous avez pris cette résolution-là de ne plus, disons, participer sur un problème politique? Je ne crois pas. Sur un problème politique, parce que là, c'est politique. Mais sur des problèmes qui concernent les travailleurs, qui concernent les libertés, eh bien, nous sommes parfois dans le combat, mais nous discutons de cela ensemble. Nous nous retrouvons, ils viennent à la bourse, on échange, on voit comment on va faire, on va mener l'action. Donc c'est ensemble que ça se fait. Ce n'est pas de façon solitaire. Ils ont pris l'initiative, c'est eux qui l'ont fait, on n'a pas été informés. Du reste, le jour où ça se passait, moi je n'étais même pas au pays. Donc voilà un peu, je vous dis, il est possible que, si on sent que nous avons le sentiment que les choses, n'est-ce pas, il est indispensable qu'on se retrouve avec des forces politiques, ce n'est pas interdit qu'on se retrouve avec des forces politiques pour, n'est-ce pas, marcher, mener des actions communes. Mais il faut en parler, il faut en discuter. C'est ça ce que et parce que moi, je ne peux pas engager ma confédération si je ne discute pas de ça avec mon bureau. Si je ne discute pas de cela avec les miens. Si vous étiez au pays, au lieu vous marchez non, je ne serais pas allé à la marche. Pourtant, vous semblez partager la préoccupation je suis d'accord de l'opposition. Mais je ne suis pas de FCBE. Vous comprenez? Et je ne suis pas de FCBE. Il n'y a pas que FCBE, il y a eu d'autres formations politiques, Restaurer l'Espoir, USL, qui ont également marché, qui ont participé à cette marche. Oui, je suis d'accord. Mais je ne serai pas... Je crois que si on doit faire une marche commune, on doit en parler ensemble. On doit échanger, nous voir comment l'itinéraire, en discuter, l'opportunité, la pertinence, parler de ce qui va être fait. On a déjà fait ça avec eux, avec les partis politiques. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont fait... on s'est retrouvés. C'est quoi ce changement qu'on observe même au niveau de la Bourse du Travail? Les regroupements syndicats politiques ne sont plus fréquents à la Bourse du Travail. Pourquoi? Donc, vous savez, ces politiciens, avec les partis politiques, nous avons été souvent... On s'est senti souvent floués. Hein. Ça, je dois vous le dire. Si je dis qu'il faut en discuter avec eux, c'est que ensemble, on fait des choses et après, ils nous lâchent. Ils vous embarquent, Oui. Ils vous utilisent. Non, je ne dis pas qu'ils nous utilisent. On mène des combats
commun, mais il y a des moments... Parce que vous voyez ce qui s'est passé pour les lois, n'est-ce pas, liberticides qui ont été votées. Hein, on a mis des politiciens, des partis politiques, des députés, membres des partis politiques. C'est eux qui ont voté des lois pour dire qu'aujourd'hui, on peut licencier un agent permanent de l'État. Et même s'il venait à avoir raison devant les tribunaux, il ne peut pas être réintégré. Et ça, c'est des politiciens qui ont voté ça. Les agents de l'État n'ont pas réagi. Jamais Vous savez, on a des griefs contre les politiciens aussi. Ils n'ont pas réagi. Parce qu'il y a eu des lois qui ont été votées pour nous réduire complètement à néant, réduire notre marge de manœuvre. 10 jours de grève. Et ça, c'est là-bas qu'on a voté cela. C'est ça. Dans quel pays au monde vous avez vu ça? Si ce n'est pas dans les pays de l'Est ou les pays, n'est-ce pas, totalitaires. Mais donc, les députés n'ont pas... Ils se sont tués. Quand on dit la maison du voisin, le pauvre prend feu, et le riche ne va pas, n'est-ce pas, à sa rescousse. Bien, quand votre tour viendra. Donc c'est un peu ça, aujourd'hui. Vous êtes en train de leur rendre la monnaie? Non, on ne leur rend pas la monnaie, mais on se dit, ils nous lâchent à des moments donnés. Quand on ne peut pas voter des lois comme ça, là-bas, et qui nous disent, c'est des parents des parents. Ils ont leurs enfants qui sont dans la fonction publique. On a précarisé, n'est-ce pas, l'emploi public. On peut radier. On a précarisé, n'est-ce pas, le privé, l'emploi dans le secteur privé, avec la loi sur l'embauche. Et ils étaient là tous. Ils ont voté. Et aujourd'hui, les travailleurs, le travail est précaire dans notre pays. Donc, si nous voulons mener une action, nous mènerons notre action aussi. Vous êtes aujourd'hui dans une posture de spectateur joyeux. Non, on n'est pas. Vous les regardez, puis non, on est préoccupé par la situation. On est préoccupé, bien préoccupé par la situation. Parce que le pays nous appartient à nous tous. Hein. Et nous n'avons pas deux pays. Parce que si, aujourd'hui, eh bien, ce que nous voyons ailleurs, ça se passe chez nous, nous irons où? Donc nous sommes bien préoccupés par cela. Et donc, c'est pas qu'on constate, on contemple comme des spectateurs joyeux. Nous voulons que les solutions... Le chef de l'État a déjà dit, allez vous retrouver. Et faites des propositions. Je ne veux pas que, eh bien, les partis d'opposition soient fort clos dans les joutes électorales à venir. Mais on voit que chacun se tire le drap de son côté. Il y a des flèches, des tirs nourris dans tous les sens. Mais qu'ils se retrouvent. Le temps qui reste pour aller aux élections, le temps, il ne reste pas grand-chose. Et on a un délai constitutionnel. Donc il faut qu'ils se retrouvent, qu'ils fassent des propositions. On a dit, le certificat de conformité. Ça pose problème. Ça pose problème. Il faut mettre ça de côté. Le quitus fiscal, il faut que les gens payent. On ne peut pas aspirer à assumer une fonction de ce niveau-là et ne pas pour pouvoir être à jour vis-à-vis du fisc. Donc ça là, on peut le garder. Mais concernant le certificat de conformité, il faut mettre ça de côté. Parce que ça fait problème, ça pose problème. Pour permettre à tout le monde d'aller. Il ne faut pas que les gens soient battus sur le tapis vert. Il faut les laisser aller au combat. Il faut qu'ils compétissent, même s'ils sont battus, ils constateront qu'ils ont été battus. Mais éviter que ces partis-là, on a 10, je crois que ça fait 10 partis, hein, 10 partis au total, il faut leur donner l'occasion aux 10 de partis. C'est la position de la Confédération, je crois la position de tous ceux qui veulent que notre démocratie ne soit pas mise à mal par ce qui va se passer, ce qui est en train d'être prévu. Il faut que tout le monde y aille. Mais il faut que le quitus fiscal soit maintenu. Le chef d'État a dit d'aller faire des propositions. Mais le chef d'État, c'est pour lui que nous avons voté. C'est lui qui est le responsable. Hein. Parce que ceux qui sont autour de lui, là, les députés, ce n'est pas les premiers responsables, ceux à qui on demande de faire. C'est lui le premier responsable. Et on ne peut pas comprendre qu'ils viennent au pouvoir. C'est la première élection qu'on va organiser sur lui, que ça s'organise sans les partis d'opposition. Ce ne serait pas bien pour lui, l'image de notre pays, et aussi pour lui. Et s'il constate que les gens traînent n'est-ce pas, à se décider à faire des propositions, il faut qu'il prenne lui-même. Il faut que le chef d'État lui dise, bon, écoutez, il faut siffler la fin. Et prendre des décisions pour que tout le monde puisse aller. C'est encore aux acteurs politiques de s'accorder, en tout cas. Mais ils n'arrivent pas à s'accorder. Ils ne sont d'accord que sur leur désaccord. C'est ce que nous constatons. Est-ce que vous suivez un peu les discussions, les démarches en cours en ce moment, en vue d'une sortie de crise?
Bon, et ça, on appelle... Ça vous rassure, les discussions conduites justement par le président de l'Assemblée nationale? Bon, on espère qu'ils pourront faire des propositions pour sortir. Pour le moment, mais j'ai le sentiment qu'on se chamaille un peu trop, on se assis par là, on se tire dans les pattes. Il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Je crois que ceux qui sont les deux forces politiques qui sont, n'est-ce pas, admises à compétir, on constate qu'elles ne sont pas, elles ne veulent véritablement pas qu'on recule, qu'on laisse les réformes de côté. Parce que justement, ces partis politiques estiment qu'un recul aujourd'hui mettrait à mal les réformes. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'aujourd'hui, il faut revenir en arrière, mettre de côté cette réforme-là? Il faut suspendre la conformité là. Il faut suspendre là. Le certificat de conformité, il faut suspendre ça. Est-ce que vous pensez que c'est seulement ça qui pose problème aujourd'hui? Je crois que oui. Je crois que oui. Pourtant, parce que le quitus aussi fait problème, mais le quitus, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas payer le quitus. Il faut que ceux qui veulent assumer cette fonction se mettent à jour. Et ça, c'est normal. Il y a aussi le montant à payer pour la caution qui est querellé aussi. L'opposition qui demande à ce qu'on revoie ce montant à la baisse. Oui. Est-ce que vous trouvez cela normal? Bon, on en avait alors qu'il y a certains partis politiques qui ont réussi. On a payé les 249 millions. Oui. C'est bien ça. Non, mais c'est la loi. C'est la loi, c'est la loi. Maintenant, on peut assouplir certains aspects. Je parle du certificat de conformité. Pour le reste, il faut que les gens se mettent à jour. Il faut qu'ils appliquent. La loi a donné 6 mois aux partis politiques pour se mettre à jour. Oui. Le délai, justement, est terminé aujourd'hui. Nous sommes le 17 mars. Alors, pourquoi certains partis politiques ont cru devoir ne pas aller se conformer, ne serait-ce que même en tenant compte du délai qui courra jusqu'au 17 mars? Est-ce que ça paraît crédible dans la démarche de ces partis politiques-là? Surtout que ces partis politiques ont accepté le code électoral, la charte des partis politiques et tout. En principe, ces partis doivent faire l'effort de se conformer. Maintenant, si ça traîne, est-ce que ce qui a été voté comme loi là, est-ce qu'il y a peut-être, on a mis un peu la barre un peu très haute. C'est un peu ça. Et à l'application, on voit qu'il y a des problèmes. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça pour que... Je ne veux pas entrer dans la polémique. Dire que, bon, tel parti politique ne se sont pas conformés, porter des critiques. On constate qu'il y a un problème. Nous, on veut les élections, on veut la paix dans notre pays. Nous voulons des élections et nous voulons qu'on respecte le délai constitutionnel. Je crois que le 15 mai, c'est ça. Il faut une nouvelle législature. Nous voulons que les choses se passent dans la paix. Nous n'avons pas deux pays et nous voulons, par rapport à ça, parce qu'on dit, je crois que c'est Victor Hugo qui le dit, que je vais citer n'est-ce pas, de mémoire, je suis de tous les partis pour leur côté bon. Je ne suis d'aucun parti pour leur côté mauvais. Au-dessus des partis, je mets la patrie. Il faut que nous mettions la patrie. Au-dessus de tous ces petits problèmes, ces querelles. Nous sommes préoccupés parce que nous n'avons pas deux pays. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Et donc, il faut que tout le monde joue sa partition. Laisse les intérêts partisans. Notre parti, parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on revoie certaines choses pour que les autres viennent, parce qu'il y en a qui pensent déjà que, bon, ben ça, comme ça, ce serait comme un match, n'est-ce pas, sans intérêt, c'est gagné déjà à l'avance. Par exemple, estime qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, consenti beaucoup de sacrifices pour se mettre à jour, que les autres aussi devraient le faire. N'ont-ils pas raison aujourd'hui de souhaiter que... Ça reste à vérifier, parce qu'il y en a qui ont fait des efforts et tout. Si on creuse, parce que ce qui fuite là, on entend des choses. Vous voulez aller chercher aussi dans si on peut comprendre, même ceux qui sont dans cette situation où qui disent qu'ils ont fait des efforts, peut-être qu'ils ont aussi, parce qu'il y a eu des facilités qui ont été accordées à certains. Moi, je me demande... En gros, oui. En gros, si on vous résume, votre proposition pour la sortie de crise, c'est peut-être d'assouplir le certificat, l'obtention du certificat de, il faut mettre de conformité. De conformité de côté. Il faut mettre ça de côté. Et pour permettre aux 10 partis là, de pouvoir, les 10 regroupements, parce que c'est des blocs maintenant, on parle de blocs, de leur permettre d'aller en compétition. Ça, c'est important. Mais il faut maintenir le quitus fiscal. Le quitus fiscal, c'est indispensable. Pour que les gens payent leur, n'est-ce pas, qu'ils payent les impôts. Même si on veut aspirer à cette fonction, il faut être en règle. C'est important. Mais en dehors de ça,
Parce que, vous voyez, le quitus fiscal, on dit qu'il y en a qui ont, il paraît qu'il y en a qui ont payé et que le quitus fiscal est toujours pris en otage. Ils sont en règle, ils ont payé, mais on n'a pas encore le quitus fiscal. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a... Est-ce que c'est pas parce qu'il y a... impôts a justement démenti cette allégation. Ça, je n'ai pas suivi son démenti. Alors, on a observé dans le cadre donc, de l'instauration de ce quitus fiscal que beaucoup d'acteurs, notamment politiques, des gens qui ont eu à assumer des responsabilités dans le pays, n'avaient pas l'habitude de payer les impôts. Pourtant, vous autres travailleurs, vous défendez les travailleurs, les gars petits, qui sont souvent pressurés pratiquement, qui se mettent à jour. Comment vous avez apprécié cette situation? Oui, mais moi je suis content qu'il y ait le quitus fiscal. S'il faut payer, c'est parce qu'on voit que les gens, aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent sont rentrés. J'ai parlé avec monsieur le ministre des Finances, il dit il y a beaucoup d'argent qui sont entrés. Ça signifie qu'on n'avait pas une culture, n'est-ce pas? Cette culture de payer les impôts, on n'avait pas cela. Voilà quelque chose de positif. Dans cette loi-là, voilà quelque chose qu'on peut apprécier. Parce que ça fait entrer de l'argent. Maintenant, tout le monde sait qu'il faut commencer par payer ses impôts. C'est un enseignement. L'autre chose, c'est que notre enseignement, c'est qu'il faut revoir aussi la façon dont la Sénat, là, il faut revoir sa composition. Il faut peut-être aussi qu'on aille chercher du côté des leaders syndicaux pour voir s'ils payent leurs impôts. Il a fallu le code électoral pour qu'on voit que... oui, c'est vrai. On fait l'effort de payer nos impôts. Maintenant, vous savez, il y a quelque chose que nous tous, vous avez une parcelle quelque part que vous avez achetée et on dit qu'il faut payer l'impôt. Il y a des choses... L'impôt est érable aussi, parce que si j'ai ma maison, on doit pouvoir m'envoyer... Si je n'ai pas, il faut que j'aille, c'est pas moi d'aller vers. Je crois qu'on doit pouvoir... venir vers vous. Oui, l'impôt est érable. Oui. Et si jusque-là, je n'ai pas un problème, pour ma voiture, l'impôt est quelque chose, et nous payons l'impôt sur chaque fois, les TVA et tout ça, nous le payons, comme nous allons faire des... Alors, vous avez parlé un peu de la composition de la Sénat, vous ne voulez pas, vous ne souhaitez plus qu'il y ait des politiques au sein de cette commission. Oui. Alors, que préconisez-vous? Est-ce que d'abord, cette Sénat qui est permanente, ça nous arrange, ça nous avance? Oui, c'est une bonne chose. Qu'on ne change pas à chaque élection les Sénats, ça nous avance. Il y a une stabilité, il y a des gens qui ont certaines pratiques, ils sont déjà habitués dans l'organisation des élections, ils sont déjà habitués, ils ont cette routine, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir, parce que dans la composition, il faut faire de telle manière que ce soit vraiment des gens qui soient, n'est-ce pas, à l'abri de tout soupçon, n'est-ce pas, qu'on peut mettre là. Et pour crédibiliser, parce que ce que nous avons vu... Vous avez relevé tout à l'heure la rectitude morale du président de la Sénat. Oui, ce que je connais, c'est un ami et que j'apprécie aussi. Mais je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci. La question, je me la pose, je ne trouve pas de réponse. C'est toujours est-il qu'on constate que cette Sénat-là, elle est complètement dans la boue. Alors, il y a certains qui estiment qu'il faut que l'organisation des élections revienne de droit au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Oui. Ouais. Le ministre de l'Intérieur que nous avons aujourd'hui, il est candidat. Vous êtes d'accord avec moi? Il est candidat. Et nous n'avons pas encore ce niveau-là où on peut faire confiance à notre ministère de l'Intérieur. C'est vrai que dans certains pays, ça se fait, qui ont plus d'avance sur nous. Mais il faut, pour éviter les problèmes, il faut qu'on continue avec la Sénat. Il faut laisser la Sénat. Il faut crédibiliser la Sénat peut-être en mettant des gens encore plus compétents, plus apolitiques et tout. Il faut faire comme ça. Est-ce que ça existe ça? Quelqu'un qui soit apolitique? Oui, mais il y a des gens. C'est même si nous, on n'est pas politiciens. C'est vrai qu'on a peut-être penchant pour X ou pour Y, mais on n'est pas... On peut prendre... La société civile peut bien gérer, n'est-ce pas, la Sénat? Ah oui. On va changer de sujet. Vous, je l'ai dit, ça faisait déjà un moment qu'on ne vous a pas vu ni entendu sur des plateaux dans les médias. Et ça dit qu'aujourd'hui, pour les travailleurs, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles?
Oh, c'est pas vrai que vous tout n'avez va plus de problème, puisqu'on ne vous entend plus. On nous entend. Peut-être on nous entend peut-être de moins en moins, mais on nous entend. Et si vous ne nous donnez pas l'occasion de nous exprimer, on fait quoi? On ne peut rien. On ne vous donnait pas l'occasion. Vous battez pour vous exprimer. C'est la saison des politiciens. Vous avez les politiques tout le temps avec vous. Saison des travailleurs. Et donc, ça fait que c'est quand il y a la rentrée que vous nous appelez. C'est ça. Seulement ça. Quand il y a la rentrée, quand il y a les négociations au gouvernement central et tout, bon, c'est pour ça que vous appelez. Donc, on n'est pas si silencieux que vous pensez. Et il y a des problèmes qui sont là. Nous avons fait le pari de privilégier le dialogue social. C'est ça. Et nous sommes retrouvés la dernière fois avec le ministre. Je crois que j'étais ici, j'ai fait un peu le point. Il y a eu des choses qui ont été faites avec les engagements qui ont été pris par le pouvoir, mais il y a d'autres choses qui restent à faire. Parce qu'il y a un problème épineux. L'épineux problème des audits. Des audits en ce qui concerne, n'est-ce pas, les travailleurs reversés dans tous les secteurs. Jusque-là, cette situation, elle n'a pas été décantée. Il y a des gens qui travaillent, qui sont en instance de reversement depuis plus de 10 ans, et donc qui n'ont pas les salaires. Je pense notamment à c'est un problème. Ces enseignants depuis 2008 oui, c'est ça. Qui n'ont pas encore été... les enseignants de maternelle et primaire, etc. Il y en a dans tous les secteurs, la santé et autres, qui sont... On attend on nous dise, l'audit là, qu'est-ce que... Et nous avons échangé avec le ministre, on a fait, n'est-ce pas, le pari de nous retrouver. Il a promis qu'on se retrouverait avec son homologue du ministère de la fonction publique pour qu'on, n'est-ce pas, avec les secrétaires généraux, on voit les résultats des audits. Et s'il y a des problèmes, que nous voyons les solutions à y apporter pour que ces travailleurs qui sont en train d'attendre indéfiniment, qui n'ont pas le salaire, certains avaient avant ce salaire, et après c'est terminé, on a coupé. Tout à fait. Mais c'est pas humain. Il faut résoudre ce problème-là. Et ça nous préoccupe, nous. Nous attendons, n'est-ce pas, impatiemment que le ministre des Finances, le ministre aussi du Travail, que nous nous retrouvions autour de la table pour trouver une solution. Qu'on nous dise, voilà, on parle d'un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers qui sont des dossiers à problème. Quels sont les problèmes? Voyons, si c'est des dossiers où il y a des diplômes, de faux diplômes, eh bien, nous n'allons pas défendre cela. On ne va pas défendre ce qui est faux. C'est clair. Mais ça nous préoccupe. Et on n'a pas réglé ce problème depuis. On en parle, et les jours passent, les mois passent, et nous avons les travailleurs sur le dos. Et justement, lorsque vous allez au Conseil du dialogue, qu'est-ce que vous dites? Quels sont les sujets que vous abordez? Entre autres, c'est un des sujets. Mais quelle réponse les membres du gouvernement ou, disons, vis-à-vis vous apportent comme réponse? On remet à plus tard ce qu'on peut faire. C'est ça le problème. On remet à plus tard. À toute dernière rencontre que nous avons eue avec le ministre, nous avons évoqué cette question, le ministre des Finances. Et on a dit, il faut incessamment nous retrouver autour de ces dossiers. Mais ça traîne à venir. On en parle. C'est ça. Mais c'est les gens... Est-ce que vous avez une idée de ce qui bloque véritablement? On a dit qu'il y a un certain nombre de dossiers, je crois, qui sont des dossiers à problème. Au-delà de 10 000, 12 ou 13 000 dossiers dans cette situation, qui sont à problème, et il faut prendre des décisions. Le chef de l'État, quand on l'avait rencontré, on a posé le problème. Et il a dit, il faut vous retrouver immédiatement pour qu'au plus tard, je crois c'est fin janvier. C'est la date butoir que le chef de l'État a dit. Au plus tard, le 31, il faut trouver les solutions et que ces problèmes-là soient réglés pour de bon. Qu'on en sorte, on en finisse pour de bon. Nous sommes en mars. Vous voyez que nous n'avons pas les clés. Nous bousculons, nous revendiquons, mais c'est au pouvoir de pouvoir trouver une solution. Et les travailleurs souffrent. C'est un problème. Quand on n'a pas les clés, je lis à travers cette déclaration un certain aveu d'impuissance, c'est-à-dire quand vous arrachez votre arme fatidique de revendication, de pression, à savoir les grèves. Est-ce que c'est cela? Non, vous savez, cette loi sur la grève, je vous ai dit, cette loi sur la grève 10 jours et tout, ça ne nous inquiète pas. On est serein par rapport à ça. Parce que la loi, elle tiendra, ça dépendra du rapport de force. C'est le rapport de force qu'on a vu en Algérie, ou même au Bénin. On a vu
que c'est interdit de manifester. Vous avez vu en Algérie que les gens ont violé. Au Bénin aussi, on a vu des interdictions au Bénin. Mais en 89, les syndicats n'avaient pas cette possibilité de manifester. Mais ça s'est passé. Donc, ce n'est pas un problème pour cela. Et puis, la grève, il y a plusieurs manières. Nous avons plusieurs cordes à notre cou. Si on a la capacité de nuisance, les travailleurs l'ont. Si c'est pour trouver des solutions à leurs problèmes, ils l'ont. Quand on parle des enseignants, ils savent ce qu'ils peuvent faire pour bloquer le système. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit 10 jours de grève que nous sommes... Non, nous avons dit, nous sommes sortis d'une grève qui a épuisé les uns les autres. Et donc, et il y a eu, n'est-ce pas, la division qui est entrée dans la maison. Et parce qu'on ne s'était pas entendu sur des choses. On est en train de racoler un peu, de discuter, d'échanger. Il faut évaluer cette grève, on l'a évaluée. Et on est en train de voir dans quelle direction il faut aller. Et nous avons d'abord privilégié le dialogue. Ça ne veut pas dire que les syndicats ne vont pas... L'âme fatale nous a été arrachée, non. Le moment viendra où ce papier, cette loi pourrait devenir un chiffon de papier. Ah oui. Donc, alors, comment ça se passe aujourd'hui? Le monde syndical, en tout cas, ça a l'air très serein. Le calendrier scolaire se déroule normalement. Tout va bien, peut-on dire? Tout ne va pas bien. La question que vous avez évoquée, c'est ce travail, ces enseignants depuis 2008. Oui, mais si les enseignants sont dans une situation où ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le salaire à la fin du mois, qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Et comment vivent-ils alors? Ah oui, mais je vous pose la question. Non, c'est vous qui êtes dedans, c'est vous qui les connaissez. Comment vivent-ils? Ils vivent difficilement, ils vivotent, ils ne vivent pas, ils vivotent. C'est des gens qui vous appellent, qui vous disent vraiment on n'a rien à manger aujourd'hui à la maison. La femme, les enfants, ou bien le locataire, le propriétaire a dit de ramasser les affaires et de sortir de la maison. Ils sont dans des situations désolantes. Et si on ne fait rien, on n'a pas les résultats. On a beau dire l'année scolaire se déroule bien et tout, mais s'il y a les problèmes, vous n'aurez pas les résultats. On n'a pas les résultats, on n'aura pas les résultats escomptés. Parce qu'il faut que les gens soient bien dans leur tête, dans leur peau, pour pouvoir donner le meilleur d'eux. Et on pressure, on fait tout pour que... C'est ce monde-là. Moi, j'ai dit la dernière fois, je suis allé à l'enseignement par vocation. J'ai aimé mon professeur de français que j'avais en première, j'ai apprécié, je l'aimais parce qu'il faisait bien son cours. Et je voulais devenir professeur de français. Et je lui ai dit que je deviendrai professeur de français. C'est comme ça que j'ai né cette vocation. Mais aujourd'hui, cette vocation est en train de me couler entre les doigts. Ça, je vous le dis. Parce qu'on se dit, mais les enseignants... C'est pas pour décourager les enseignants ils sont traités comme des parias de la société. Depuis, avec le pouvoir que nous avons. Ils sont pris comme des gens. C'est les responsables de tous les maux. Si le système ne marche pas, c'est les enseignants. Ils ne savent rien, on fait tout pour les ridiculiser, pour les humilier. Et moi, ça me fait mal. On peut faire autrement. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais les problèmes ne sont pas à imputer aux seuls enseignants. Même s'il y a des enseignants, effectivement, qui ne font pas le travail, il faut qu'on être d'accord qu'il y a des enseignants qui ne font pas bien et qui ne se comportent pas vraiment bien. Mais ça ne suffit pas pour mettre tout le monde dans la corbeille, dans la même corbeille, c'est un panier à crabes, on insulte. On traite les gens, c'est la même chose aussi. Les agents de santé, on les a réduits, n'est-ce pas, presque à néant. On dit qu'ils n'ont pas le droit de faire grève, mais il y a des problèmes dans le secteur. Est-ce qu'on a un bon résultat dans les centres de santé? Est-ce que les gens travailleront bien? Si on a dit, choisissez entre, n'est-ce pas, vos cliniques et, n'est-ce pas, et la fonction publique. Bon, on a fait le choix, mais il faut des mesures pour accompagner cela. Il faut des mesures pour accompagner parce que des gens qui travaillent, qui ont des cliniques, c'est des gens qui ont étudié 12 ans, 13 ans, 10 ans. Ils sont agents de l'État. Ils choisissent d'être agents de l'État. Ils restent agents de l'État. Il faut chercher des mesures compensatoires. Je crois que dans cette direction, dans ce sens, le ministre actuel, le ministre de la Santé, est en train de faire des efforts. Nous en discutons avec lui pour qu'on aille vraiment dans... Et certaines décisions sont en train d'être prises. J'espère qu'elles seront appliquées pour qu'effectivement il y ait une compensation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait 12 ans, 10 ans. Moi, je respecte ceux qui ont étudié plus que moi. Et je sais qu'ils ont mis le meilleur d'eux. Ils ont sacrifié de leur temps, les années qu'ils ont passées sur les bancs. Et donc, il faut qu'ils soient bien.
traiter. Voilà. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant aux autres activités de la COSI, parce qu'il se trouve que la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, ce n'est pas que la défense des intérêts des travailleurs, mais c'est aussi le social tout court, c'est-à-dire que vous assistez les populations, notamment dans le secteur informel. Vous avez beaucoup d'initiatives dans ce sens. Pourquoi la COSI s'investit-elle dans du social pur et dur, au-delà donc de sa mission première, à savoir celle de la défense des intérêts des travailleurs? Non, vous savez, il y a peut-être que nous ne communiquons pas autour suffisamment. C'est que on a l'impression que les travailleurs qui nous intéressent, c'est les travailleurs du secteur public, formel. Et donc, tout ce que nous faisons, on pense que c'est à cause d'eux. Mais nous sommes, n'est-ce pas, syndicats, et nous sommes confédération centrale syndicale, et nous avons les travailleurs des autres du secteur informel aussi. Et donc, il faut penser à eux. C'est d'ailleurs les plus nombreux. C'est plus nombreux. Et donc, nous pensons, on se dit, mais il faut faire un effort pour que eux là, parce qu'on prend certaines questions de la sécurité sociale. Il n'y a pas de sécurité sociale. La santé, sécurité au travail, c'est un problème pour eux. Et donc, et puis, la possibilité de pouvoir avoir accès au crédit, c'est un problème parce qu'ils sont dans l'informalité. Donc, il faut faire un effort pour les aider. Par exemple, nous avons, sans faire du tapage autour, nous sommes en partenariat avec, n'est-ce pas, microfinance, une structure de microfinance, je crois que c'est à l'idée, et avec qui nous confions de l'argent pour qu'ils fassent, n'est-ce pas, des prêts aux travailleurs du secteur informel, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès, n'est-ce pas, au crédit. Et donc, ils le font et vraiment à un coût, puisque nous ne voulons pas de bénéfices. Et donc, nous voulons qu'on réduise le taux déloyale au gouvernement. Le gouvernement le fait aussi, les microfinances aux plus pauvres. Nous aussi, c'est les microfinances aux travailleurs les plus démunis, qui sont dans des situations, nous le faisons. Et nous le faisons aussi, la santé, sécurité au travail. Nous pensons que nos travailleurs, par exemple les transporteurs dans les gares routières de nos pays, il n'y a souvent pas les toilettes, il n'y a pas un hangar, ils sont dans une situation, ils ne sont pas très bien au travail. Et puis ceux qui voyagent ont peut-être envie d'aller aux toilettes, et il faut aller dans la nature. Donc nous avons décidé de construire des modules. Et nous avons déjà construit, depuis 3 années déjà, nous avons construit des modules de toilettes. Nous avons les hangars, si vous allez à Misrété, à Ouida, à Boumé, à Calavi, mais aussi à Boyikon, à Natitengu, etc., etc. Nous faisons l'effort de mettre à la disposition de ces travailleurs-là des modules, n'est-ce pas, de toilettes et des hangars. Alors, la COSI, mais vous avez dit, met de l'argent à la disposition d'une SFD qui se charge de mettre des microcrédits à disposition des travailleurs de l'informel contre zéro intérêt. Vous trouvez l'argent où, la COSI? Ah oui, mais nous avons des partenariats. Nous avons aussi, même si les cotisations sont modestes, parce que les travailleurs n'ont pas la culture de la cotisation, mais nous avons les cotisations, nous avons aussi des partenariats avec, par exemple, une organisation syndicale de Pays-Bas à qui nous disons grand merci, la CNV internationale, qui nous aide aussi avec ce que nous avons, en plus de ce qu'ils nous donnent, et nous pensons plus à ces travailleurs-là. Nous avons, par exemple, dans la caisse mutuelle, la CNPS, la mutuelle de protection sociale, nous avons des travailleurs qui n'ont pas la sécurité, l'assurance maladie. Et parce qu'ils sont dans cette précarité, dans cette situation, nous avons dit, bon, nous avons déjà fait plus de 5000 travailleurs de l'informel pour les inscrire, leur prendre les cartes de mutuelle et les obliger à payer les 3 premiers mois, et puis après ils continuent pour que quand ils sont malades, ils puissent se rendre dans les hôpitaux qui sont accrédités par la caisse mutuelle de protection sociale. Et les subventions alors que le gouvernement vous octroie? Mais tout ça fait partie des subventions, c'est pas pour notre confédération, c'est pour toutes les confédérations, c'est pour tous les travailleurs, et ces subventions c'est au prorata du rang qui a été occupé depuis les élections de 2006.
Voilà, depuis ces élections, c'est au prorata de cela qu'on donne. Et on ne pas toutes les ce classement-là est-il encore valable aujourd'hui? Est-ce qu'il est valable? C'est ça. Est-ce que ce classement est encore valable? Ça fait plus de 10 ans, 15 ans que ces élections ont eu lieu. Pourquoi vous ne revendiquez pas? Pourquoi vous n'amenez pas le gouvernement justement à refaire les choses, à organiser les élections professionnelles pour qu'on ait une vue réelle de ce que valent les centrales, les confédérations syndicales aujourd'hui? Nous avons fait ce qu'on peut faire. La COSI Bénin a fait du lobbying pour qu'il y ait les élections. Auprès de la ministre de la fonction publique, elle peut témoigner. Nous avons fait ce qu'il faut faire pour qu'il y ait les élections. Mais ce n'est pas nous qui organisons. C'est le pouvoir qui sait quand est-ce qu'il est bon, quand est-ce qu'il faut organiser. Tous les pouvoirs viennent, on a vu le pouvoir d'Yahi n'a pas organisé. Et bon, est-ce que le pouvoir du Talon est là? N'organise pas. Ce n'est pas nous qui pouvons, on n'a pas les clés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous voulons qu'on les organise pour qu'on sache vraiment qui est qui. Quel est le nouveau visage de la représentativité dans notre pays? Que disent les tests à propos des élections professionnelles? Il faut les organiser tous les 4 ans. On les a organisés depuis 2006. Donc, on n'a pas... 2010, on n'a pas organisé. 2014, on n'a pas organisé. 2018, on n'a pas organisé. Bon. Ça vous avantage, vous? Ça ne nous avantage pas. En tout cas, pas ma confédération. Ça ne nous avantage pas. Parce que vous estimez avoir déjà atteint un niveau donné aujourd'hui, c'est ça? Oui, naturellement. Maintenant, il faut qu'on voit si effectivement ce que le niveau que nous avons atteint là est un niveau qui, la place que nous occupons aujourd'hui, est-ce que c'est cette place, est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir avancer avec si on faisait les élections? Donc il faut les élections, mais ce n'est pas nous qui avons les clés. Donc c'est le pouvoir qui décide. Et nous assistons impuissamment à la non-organisation des élections. Ben, on attendra quand le pouvoir voudra, on n'en parle plus d'ailleurs. Hein. Moi, c'est parce que vous avez abordé la question, j'ai dit, ben, c'est pas la peine de continuer de prêcher dans le désert. Toujours dans le domaine des activités syndicales de la COSI, vous investissez également énormément au profit des agriculteurs. Pourquoi? Oui, parce que c'est une couche. J'ai dit, c'est ceux qui sont les plus nombreux. Mais qui n'ont pas, ils sont dans une situation où ils ne sont pas organisés. On s'est dit, il faut aller là aussi, les ramasseuses ou ramasseurs des noix d'acajou et les carités, il y a un nombre important. Ils sont parfois en coopérative, il faut renforcer ces coopératives. Nous apportons, n'est-ce pas, un appui financier à ces personnes-là. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, on a pris certains parmi eux parce que pour leur éviter, pour leur permettre d'avoir l'assurance maladie, nous avons fait ce que j'ai dit tout à l'heure avec la CNPS pour qu'ils puissent avoir, quand ils sont malades, qu'il y ait une assurance maladie. Nous avons aussi fait de telle sorte que, bien, ils reçoivent une formation, les agriculteurs. Par exemple, quand je prends les maraîchers, les jardiniers, ils sont aussi pas dans les meilleures conditions. Nous avons décidé, n'est-ce pas, de leur donner une dotation, de faire une dotation en matériel, les vaporisateurs, comment on appelle, vaporisateur, bottes, les bottes, tout ce qui consiste. Les instruments de travail. Oui. Nous avons donné ça pour qu'ils puissent renforcer leur capacité de production et qu'ils puissent aussi travailler dans les meilleures conditions avec les bottes, les gants, tous ces éléments leur permettent, pour les arrosoirs, il faut qu'ils puissent travailler convenablement. Donc on fait des efforts dans ce sens-là. Même au niveau des femmes, on a fait les femmes du marché aussi. Nous avons fait aussi des actions dans cette direction vers ces femmes pour qu'elles puissent aussi se retrouver dans les meilleures conditions de travail. Donc on n'est pas que confédération, n'est-ce pas, du secteur public, qui ne défend que les travailleurs du secteur public. On travaille aussi suffisamment dans le secteur privé. Avec tout ça, est-ce qu'il y a une plus-value aujourd'hui lorsque vous faites un bilan d'étape? La plus-value, c'est que les travailleurs se sentent mieux. On a syndicalisé. Aujourd'hui, nous sommes avec Fluidor, où nous avons montré une autre image du syndicat. C'est un syndicat, la confédération qui est la nôtre. On veut qu'on sache que les confédérations ne sont pas faites seulement pour revendiquer. Nous sommes aussi des acteurs du développement.
Et parce que nous sommes des acteurs du développement, nous posons des actes pour que, si les travailleurs sont dans les meilleures conditions, ils peuvent, ça leur permettra, s'ils sont dans ces meilleures conditions, de donner le meilleur d'eux. C'est ça. On ne fait pas que cela. Par exemple, nous travaillons avec les ONG. ONG, en ce qui concerne la déperdition scolaire, surtout au niveau des filles, dans les établissements, on a beaucoup de grossesses. Avec APSA, avec ABMS, ABPF et tout, nous travaillons, bien entendu, avec l'aide de l'ambassade des Pays-Bas. Nous avons fait des actions communes pour réduire, n'est-ce pas, le taux de grossesse dans les écoles. La sensibilisation et tout, la vulgarisation des lois, la responsabilisation de certains élèves pour que, eh bien, on réduise le taux de grossesse en milieu scolaire. Donc il y a beaucoup de choses qui se font en dehors de ce que nous revendiquons pour les travailleurs. Et nous, parfois, on tape du poing sur la table et vous voyez que nous sommes fait des choses aussi pour le développement parce que nous sommes une confédération de développement. Et vous êtes aussi dans le concret, au-delà de grèves et de revendications, de plateformes, autour des plateformes revendicatives. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. On fait d'autres choses. Tout à fait. On vient de le constater. Alors, est-ce que la COSI, aujourd'hui, se retrouve seule à œuvrer sur ce terrain? Est-ce que vos autres collègues aussi font dans du social comme vous le faites? Ça, je ne peux pas parler au nom des autres. Vous savez, je sais ce que je fais. Je ne sais pas ce que font les autres. Vous surveillez. Parce que de toute façon, vous êtes dans un environnement concurrentiel, même si les élections professionnelles ont du mal à venir, mais vous êtes forcément un regard sur les autres. Qu'est-ce que Anselme Mamoussou fait avec la CSA? Est-ce qu'entre-temps, la CITB n'est pas en train de me dépasser pour le plus, en tout cas, le plus important? Oui, non, mais vous pouvez parler avec eux pour savoir ce qu'ils font. Ce qu'ils font en dehors de ce que nous faisons sur le plan, ce que vous savez tous, que nous défendons les conditions, nous luttons pour les meilleures conditions de vie et de travail pour nos militants. Il y a des choses qu'ils font. Aussi, c'est sûr qu'ils font des choses. Mais moi, je ne peux pas aller vous demander qu'est-ce que vous faites. C'est évident. C'est possible qu'ils fassent des choses. Et donc, c'est eux qui sont vraiment à même de parler de ce qu'ils font. Alors, voilà ce que nous vous faites de la promotion du travail décent dans l'agriculture, dans l'informel de façon globale. Est-ce que le gouvernement, l'accélération du processus de mise en œuvre de l'Arche, des fleurons des initiatives du gouvernement en matière d'amélioration des conditions de vie des populations, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous? Non, c'est une bonne nouvelle. On applaudit. Si vraiment ce qui est mis dedans, parce que nous avons cherché à comprendre ce qui est dans qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Arche. Quand on a rencontré le chef de l'État, je crois le 19 décembre dernier, ou le 17 décembre, 19 décembre dernier, quand on l'a rencontré, on a demandé parce que bien on nous dise qu'est-ce qu'on met dans l'Arche. Et puis ça a été, il a donné des instructions à son ministre des Finances, et son ministre des Affaires sociales, fonction publique, et aussi ministre de la santé, n'est-ce pas, pour nous retrouver et nous faire un exposé sur le projet et nous impliquer. Donc, il y a eu cette séance que nous avons eue au ministère de la Santé avec la ministre des Affaires sociales et le ministre de la Santé. Nous avons mieux compris. On a fait part de nos inquiétudes et je crois qu'ils en ont tenu compte. Et le projet, on nous a dit que ça a déjà démarré. Et il y a une première phase où il y a trois n'est-ce pas, villes, 3 départements, je crois, qui ont été retenus. Et puis après, ça va être élargi aux autres. Et bon, donc, et nous, on nous a écrit pour nous demander de désigner deux syndicalistes pour être, n'est-ce pas, dans l'équipe de pilotage. On l'a fait. Donc vous êtes dedans? Non, pas nous, pas forcément. Nous ne pouvons pas être partout. Nous avons des gens qui sont dedans. C'est des travailleurs qui nous représentent. Pourvu que nous soyons représentés, pas forcément nous, mais représentés par des travailleurs, pour voir un peu, puisqu'il s'agit des travailleurs et de la population. Je crois que c'est une bonne chose. Nous, on le fait en attendant que l'Arche. Maintenant, si l'Arche a commencé par est mise en œuvre, on pourrait encore travailler avec eux pour que notre souhait, c'est que les travailleurs du secteur informel, c'est une préoccupation pour la protection
sociale de ces travailleurs, la sécurité au travail, la sécurité sociale de ces travailleurs. C'est une préoccupation pour nous. Et tout ce que j'ai dit, nous avons mis beaucoup d'argent dedans. Et si le pouvoir a pris conscience de cela, qu'il va dans cette direction, mais nous allons l'accompagner. Parce que c'est une très bonne chose. Que si tous les Béninois peuvent avoir, n'est-ce pas, accès, n'est-ce pas, aux produits de l'âge, les 4 paquets de produits, mais c'est une bonne chose. D'abord, l'assurance maladie, si on peut déjà, tous les Béninois peuvent avoir accès à cela, surtout les plus démunis, hein, ceux qui sont dans des conditions. Ça va être obligatoire désormais, l'assurance maladie. Dans le cadre de l'âge, le gouvernement a procédé au recensement des artisans. Bientôt, donc, on va pouvoir assister à la mise en œuvre de ce projet. Alors, est-ce que ça ne vient pas aussi un petit peu vous arracher certaines de vos initiatives quand on sait que vous faites dans la promotion du travail décent dans le secteur informel? Non, on va voir à la mise en œuvre. Si ça nous arrache nos initiatives et que les travailleurs sont bien, mais c'est ce que veut-on? Le plus important, hein? Vous passerez à autre chose. Il y a d'autres choses. Vous allez changer d'activité. Oui, mais il y a plusieurs activités. On fait beaucoup de choses aussi. On fait d'autres choses. On a un centre d'écoute. Je donne un exemple. On a un centre d'écoute pour les travailleurs qui sont victimes n'est-ce pas, d'abus, n'est-ce pas, ils se plaignent de la façon dont ils sont traités au travail. Il était au niveau de la COSI. Et vous avez les Indo-Pakistanais qui viennent souvent parce que c'est surtout dans ces milieux-là où on traite les gens de façon abusive. Mais nous ne nous substituons pas, n'est-ce pas, à la direction de l'inspection du travail. Non, c'est ça que j'ai dit. Nous ne nous substituons pas. Nous facilitons. C'est un centre de conciliation, centre de cours de conciliation pour trouver un modus vivendi. Et au lieu que le différend soit porté vis-à-vis n'est-ce pas, du tribunal du travail ou de l'inspection du travail, nous facilitons, nous trouvons. Donc, il y a une fonction, parmi les fonctions syndicales, il y a le service aussi aux membres. Donc, on rend ce service. Nous avons aussi un centre, n'est-ce pas, pour les abus, les violences faites aux femmes. Hein, et un numéro, un numéro de téléphone qu'on peut appeler, n'est-ce pas, et qui, pour n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, sauver ou pas sauver, pour aller défendre ces femmes-là qui sont victimes d'abus sexuels. Il y a la dernière fois, nous avons eu dans n'est-ce pas, à Porto Novo, une vendeuse, par exemple, qui a été violée, une vendeuse ambulante, violée par quatre personnes à la fois. Et nous avons reçu l'appel. Et donc, nous avons volé au secours de cette fille-là, mais elle était dans des conditions, elle était complètement détruite, dévastée. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font par la confédération qui est la mienne, la COSI Bénin, et que nous ne faisons pas totalement savoir. Nous aurons l'occasion de le faire savoir en faisant un documentaire pour que l'on voit ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas que dans la revendication pure, nous ne sommes pas que dans le combat pour demander une augmentation, nous sommes dans le syndicalisme de développement. C'est un peu ça. Alors, on va consacrer on a fini pratiquement d'ailleurs. À la bout du travail, comment ça se passe, la collaboration avec les autres organisations syndicales? Il me semble que vous devez être le président de la Bourse du travail en ce moment. Qu'est-ce qui fait mériter ce titre? Non, c'est de façon tournante. Ah, d'accord. C'est de façon tournante, on choisit quelqu'un pour jouer le rôle de responsable, le président du projet FOS, c'est tout. Les relations avec les autres, nous avons une obligation d'avoir de bonnes relations. On ne peut pas rester ensemble sans être ensemble. Donc on est obligé, et les relations sont donc bonnes. Il y a peut-être de petits couacs, mais on s'entend toujours parce que ce qui nous préoccupe, comme je l'ai dit, l'intérêt c'est les travailleurs, c'est pas nous. Donc nous faisons cet effort, que les petits, l'ego, les échos personnels et tout, chacun fait l'effort de pouvoir rester avec l'autre, quand bien même on n'est pas toujours d'accord avec... Parce qu'on est différents. On n'a pas les mêmes lignes, n'est-ce pas, syndicales. Par exemple, la CSTB, elle a sa façon de voir les choses, de concevoir les choses, que nous respectons. Les autres, les autres centrales, les 6 autres, travaillent ensemble. Mais en même temps, il y a des pays, parfois, sur certains points, on n'est pas toujours d'accord. Mais on trouve quand même un terrain d'entente, un modus vivendi, et c'est ça. C'est la richesse
de cette diversité-là, oui. qui fait que nous tenons bon pour défendre les travailleurs. Nous n'avons pas capitulé, comme vous pensez. Il fait apparemment bon vivre actuellement. Où? À la Bourse du Travail, oh. Avec cette accalmie. C'est comme si tout va normalement bien. Mais vous, ce que je ne comprends pas chez vous, les journalistes, quand on monte au créneau, qu'on est dans le combat, dans la lutte, vous estimez que vraiment, ils en font un peu trop. C'est pas de votre habitude. Je crois que c'est parce que vous n'êtes pas habitué à cette accalmie. Des grèves prélées, des grèves parfois politiques. Non, il n'y a pas de grève politique. Il n'y a pas de grève politique. Vous avez tout de même reconnu qu'il y a des syndicats apparentés à des partis politiques. Ça, c'est pas seulement au Bénin. Vous allez, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, la COSATU est apparentée à l'ANC. Donc, c'est pas. Mais il y en a qui sont des syndicats indépendants. Il y a des syndicats aussi qui sont apparentés. Avant la conclusion, vous avez des rapports avec les organisations syndicales en Côte d'Ivoire, puisque le pays traverse une période rude de grève dans le secteur de l'enseignement. Oui, c'est ça. C'est la vitalité aussi de la démocratie. Les grèves aussi, ça participe. Régler les choses. C'est pas ici où on a dit plus de grève. Ils sont venus se faire former ici. Ils sont venus se faire former non, ici. c'est pas nous qui formons les grévistes ailleurs. Non, c'est tout simplement qu'il y a des problèmes dans le secteur et les enseignants ont dit qu'il faut régler les problèmes. C'est tout des revendications pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Est-ce que une revendication de suspension des cours mercredi est pertinente? Oui. C'est ce qui se faisait avant, ils ne travaillaient pas. Parce que ça permettait aux enseignants d'organiser des TD, d'être redirigés. Mais pourquoi vous voulez que les enseignants soient pauvres? C'est ça que je dis. Si on fait les TD payants, c'est normal, non? Pourquoi vous voulez voir les enseignants dans des conditions misérables? Non, c'est pas ce qui est dit. L'État vous paie déjà pour... combien? L'État paye combien? Combien donne-t-il? Les enseignants sont dans les salaires, c'est pas des salaires. C'est des salaires. C'est pas le secrétaire général de ça a l'air de quelque chose, comme on le dit. Des organisations syndicales indépendantes, COSI, Noël d'arrêt, merci. Nous sommes au thème de cette émission. Quelques mots à l'endroit des travailleurs? Non, mon mot, c'est à l'endroit du chef de l'État et des hommes politiques. Nous voulons que notre pays... N'est-ce pas? Nous voulons la paix sociale, nous voulons la paix dans notre pays. Et que les politiciens qui qui ont foutu la merde fassent de telle sorte que nous ayons les élections apaisées. Qu'ils laissent leurs intérêts personnels. Et pensent au pays, à la patrie, à l'image de notre pays. Et donc, il ne faut pas qu'on continue de tirer le drap à soi, de monter les enchères. Parce qu'il y en a qui montent les enchères. Je dis, je ne veux pas citer, on ne veut pas entrer dans leur polémique. Mais il faut que chacun dise, je dois sauver la démocratie de notre pays, de mon pays. Je dois me battre pour que les choses se passent bien. Si je dois disparaître, si je dois, n'est-ce pas, ne pas participer, ou si je dois disparaître pour que ça avance, je dois faire le sacrifice, moi, de faire cela, pour que mon pays tienne debout. On n'a pas besoin d'un pays où il y a des troubles. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et faisons l'effort que ce qui se passe ailleurs ne vienne pas dans notre pays. Et le chef de l'État a un rôle très important. Il a déjà fait un grand pas. Il a montré qu'il est un homme d'État. Il a dit, allez vous retrouver. Pour nous trouver. Je veux que tous les partis d'opposition participent, n'est-ce pas, aux élections. Je ne veux pas, ce n'est pas de mon temps que ça va se passer. Mais qu'il aille plus loin s'il constate qu'ils ne s'entendent pas et qu'ils prennent les décisions pour que nous ayons des élections apaisées, inclusives, que tout le monde puisse y aller et que ce soit une fête. Nous voulons des élections qui soient une campagne qui soit une fête et non des campagnes tendues et autres. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Je vous remercie encore une fois. Noël d'arrêt, on souhaite de passer d'agréables moments et de passer surtout une très bonne semaine. Merci. Merci Christian Nadelian, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.